Bien, bonjour, c'est bon au niveau du son. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie que vous soyez présents et puis voilà encore deux amis et collègues qui arrivent. Je me présente très rapidement. Donc la conférence, elle est sous l'égide de l'AFNOR, puisque je suis évaluatrice RSE pour l'AFNOR au sens de ISO 26000. C'est la norme que j'applique quand j'évalue la robustesse, on va dire, de la démarche RSE des entreprises. Et j'ai aussi mon cabinet qui s'appelle Arborescence, comme vous le voyez, figuré ici. Le sujet de cette conférence, qui va durer, je ne sais pas moi, 20, 25 minutes, 30 minutes, je ne sais pas exactement, mais surtout sera complété par vos interventions, vos questions et j'espère mes réponses. Voilà, donc c'était d'associer la RSE avec la transition écologique parce que moi, mon dada, ma conviction profonde, et ce n'est pas que la mienne heureusement, c'est que la solution se trouve dans les divers sujets portés par la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale, on redonnera la définition et on donnera également les ingrédients qui la composent parce que, peut-être qu'ici je suis entourée de spécialistes, mais très souvent encore, la responsabilité sociétale est limitée aux questions environnementales. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout que ça. Et c'est justement parce que ce n'est pas que ça qu'elle peut entraîner, cette responsabilité sociétale, un moyen d'accélérer la protection de l'environnement, la transition écologique de l'ensemble des organisations. Alors, je me suis dit, je vais quand même revenir aux enjeux globaux. Vous connaissez certainement les 17 objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies, qui datent de 2015, c'est-à-dire tout de suite après les objectifs du millénaire, et qui permettent de visualiser presque en un clin d'œil les différents objectifs que se sont fixés les États de l'Organisation des Nations Unies d'ici à 2030. Donc ces 17 ODD, comme on les appelle, et sur lesquels on peut aller les trouver de manière beaucoup plus précise à travers le lien qui se trouve sur l'écran ici, ce sont 17 objectifs, 17 enjeux auxquels les nations et un certain nombre d'entreprises maintenant s'attellent en essayant d'obtenir des réponses, des solutions d'ici à 2030. On peut y voir des questions, on va dire, un peu plus sociales, comme la lutte contre la pauvreté, contre la faim, l'accès à la santé, à l'éducation, l'égalité entre les sexes. Je ne vais pas tous les citer. Et puis on voit également à partir du 6, le 7, le 12, le 13, le 14, etc., que là, on touche beaucoup plus les questions environnementales. Donc, premier constat que l'on fait à travers ces enjeux globaux et ces objectifs, c'est que les considérations sociales et sociétales et environnementales sont dans le même outil, le même référentiel. Ces 17 ODD figurent comme une feuille de route des nations, parce que la France écrit par exemple son rapport sur les ODD chaque année et se dote de moyens, bien entendu, pour les atteindre. Les entreprises, de plus en plus, intègrent les 17 ODD comme leur feuille de route stratégique DD RSE, en essayant de choisir parmi ces 17, parce qu'il est quand même assez compliqué de répondre aux 17, mais étant donné qu'on est globalement dans tout ce qu'on va dire pendant cette heure dans une démarche d'amélioration continue, on débute un jour et on ne termine jamais. Mais toujours dans le sens du mieux, de plus de responsabilité. Donc voilà, je voulais vous montrer déjà que dans ce document de 2015, à destination des nations et des entreprises, et des citoyens bien entendu, on trouve déjà mêlées les questions d'environnement, les questions sociales et les questions économiques. On parle d'emploi décent, on parle de lutte contre les inégalités, on parle de croissance économique. Donc, vous voyez qu'on retombe sur, on va dire, une notion qu'on connaît plutôt bien et qui, pour moi, est un début de solution, la notion d'un développement durable. Cette définition n'est pas nouvelle puisqu'elle date de 1987, précédée par bien d'autres textes en amont, mais on va dire que la définition officielle, la codification internationale, nous donne la définition du développement durable ici, avec cette définition qui dit que c'est un développement qui va répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et ce petit schéma sur la droite, ces trois cercles qui s'intersectionnent, je ne sais pas si c'est bien français, on arrive au centre avec un développement dit durable.
Et à quelles conditions arrive-t-on à un développement durable? Eh bien, en 1987, on demandait un équilibre, on espérait un équilibre entre une protection de l'environnement, une attention portée à l'être humain et une économie qui, je rappelle, veut dire simplement la gestion de la maison. Hein? L'étymologie du mot, c'est la gestion de la maison. Donc comment gérer la maison, la mienne, celle de l'État français, celle du monde de manière équilibrée, respectable, durable? Eh bien, c'est en équilibrant le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Qu'est-ce que l'on voit dans ces trois piliers? On voit que de nouveau, la question de l'environnement, la question de la transition écologique se trouve au même niveau que la part sociale et que la part économique. Donc ça amplifie, si vous voulez, la thèse selon laquelle la transition écologique seule ne peut rien. Un seul objectif qui serait de dire « moi je veux absolument et ne travailler que sur la transition écologique de mon pays, de mon entreprise, sans me soucier des individus, personnes physiques qui s'y trouvent », c'est voué à l'échec. Donc une partie déjà de la réponse à la question initiale. Et puis, vous l'avez compris, j'ai une appétence, j'ai même une passion, je pense, pour l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est le texte international de référence, il n'y en a pas plusieurs, il y en a un, qui date de 2010 et qui donne la définition de ce qu'on appelle la RSO. Alors c'est vrai que dans le langage courant, on va parler de RSE parce que les entreprises s'y sont mises beaucoup plus vite que les associations, que les collectivités, etc. Donc on parle de E comme entreprise. Mais l'ISO 26000, elle est bien plus générale que ça. Elle nous dit, si vous voulez vous engager, prendre la direction de la RSO, eh bien il va falloir que vous travailliez les impacts de vos décisions et de vos activités sur les êtres vivants, la société, d'accord, et sur l'environnement. Voilà la définition. Il y en a une de la Commission européenne, il y en a une du ministère de l'Environnement français, etc. Mais celle qui est internationale parce qu'elle a réuni pas moins d'une centaine de pays autour de la table pendant 5 ans, et elle a été adoptée en 2010, c'est celle de l'ISO 26000. Donc, je vois que vous prenez connaissance de cette définition qui est peu connue, me semble-t-il, et qui est d'une simplicité incroyable. Je veux être plus responsable, que je sois un citoyen, que je sois une entreprise, une association, une collectivité, le salon EnviroPro, j'ai bien vu qu'il avait des contributions écologiques et sociales, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en œuvre des moyens qui vont contribuer au développement durable en impactant positivement la société et l'environnement. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans cette définition? De nouveau, on retrouve la société, les personnes physiques, les personnes morales, les êtres humains, va-t-on dire, et l'environnement naturel dans lequel l'ISO 26000 nous classe. Les êtres humains sont classés dans l'environnement au sens de l'ISO 26000. Ça aussi, ça en dit long sur la question qu'on se pose ce matin. Avec, j'ai un petit peu rapetissé la définition, on parle de santé, on parle de bien-être. Donc les questions environnementales agiraient, on le sait, mais on en a la preuve ici dans ces textes fondateurs sur la santé et le bien-être. Bien entendu, qualité de l'air, ici il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, un cadre de vie agréable, de la verdure, de la mutualisation, des moments où on peut se retrouver en paix au sein d'un parc ou que sais-je. Donc voilà ce que nous allons apporter finalement comme élément et bien plus encore puisque la RSO, au sens de l'ISO 26000 dont on vient de donner la définition, elle ne se contente pas de donner la définition, elle donne également les 7 sujets au cœur de la RSO. Il y en a 7, tout comme il y a 42 domaines d'action, mais nous n'en parlerons pas ce matin parce que ces 7 suffisent à démontrer un certain nombre de choses. J'ai entouré l'environnement parce qu'on parle de transition écologique. J'aurais pu entourer bien d'autres morceaux de ce puzzle, parce qu'il y a bien d'autres morceaux de ce puzzle qui mènent à la transition écologique, parce qu'on va appuyer sur, dans le bon sens du terme, on va s'appuyer sur l'être humain pour aller plus loin
dans la transition écologique. La RSO, l'ISO 26000, c'est d'abord les valeurs morales, c'est d'abord la protection des droits humains, et ça va de pair avec les questions de protection de l'environnement. Donc les 7 piliers de cette RSO, c'est quoi? Allez, partons du centre, partons de la gouvernance. Et vous verrez que c'est pas un hasard si je pars de ça. D'abord, le dessin lui-même, qui est peut-être un dessin de l'AFNOR, je ne sais pas, il est tout à fait attrapable sur Internet, nous dit qu'au centre de toute démarche RSO, il y a une gouvernance qui a dit « Ok, j'y vais, go !» Je donne le signal de départ. Donc, quand j'entends la RSO, ça coûte cher, ça prend du temps, etc., je dis, est-ce que le fait de prendre une décision et d'enclencher un système de volonté pour s'engager, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça prend du temps? La réponse est non. Donc, une gouvernance au titre de l'ISO 26000, une gouvernance responsable, c'est une gouvernance qui va être davantage dans le collaboratif et le participatif, même s'il faut bien que quelqu'un décide, bien entendu. Ça va être une gouvernance qui va donner la part peut-être à des groupes vulnérables, comme le dit l'ISO 26000. Jeunes femmes, enfants, personnes en situation de handicap, population autochtone. La norme ISO 26000 donne un certain nombre de groupes vulnérables et voilà, j'en ai cité un petit peu. Une gouvernance responsable, c'est une gouvernance qui va partager. En ce moment, il y a la prime de partage de la valeur. Je ne fais pas de politique, c'est juste pour exprimer une idée. Il y a le partage du pouvoir. Il y a les achats responsables. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les achats durables et responsables? Si on reprend la définition de l'Observatoire des achats responsables, c'est un achat qui respecte les droits de l'homme et l'environnement. Donc vous voyez bien que dès le départ, une gouvernance responsable, la gouvernance qui va décider que ces achats seront désormais durables et responsables, avec une démarche d'amélioration continue. On ne peut pas du jour au lendemain, pour certains secteurs d'activité, passer d'un achat qui ne l'est pas à un achat qui est responsable. Donc vous voyez que là aussi, on retrouve les questions d'environnement. Si on prend à gauche en bleu, communauté et développement local, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'une responsabilité sociétale s'engage et produise les effets bénéfiques qu'on va voir juste après, l'entreprise, l'association, la collectivité ne pourra jamais le faire seule. C'est toujours de la mutualisation, c'est de l'ancrage et c'est aussi simplement regarder qui nous entoure. Regardez qui nous entoure, regardez quelle est l'entreprise d'à côté que peut-être on n'a pas vue parce qu'on était pris dans notre fonctionnement et qui pourtant va fabriquer la petite vis que jusque-là j'allais chercher en Australie parce que c'était comme ça. Donc c'est vrai que dans la RSO, il y a un peu de changement. Il y a un petit peu, même beaucoup, d'ouverture de ses yeux, de ses oreilles, d'ouverture pour aller voir ce que le voisin produit. Donc dans communauté et développement local, on retrouve les questions d'environnement puisque si je ne vais pas chercher mon produit à des milliers, dizaines de milliers de kilomètres, je vais quand même économiser des gaz à effet de serre, même si on imagine, j'ai vu un reportage la semaine dernière, les gros tankers maintenant avec des voiles gigantesques pour les faire avancer à la place du mazout, etc. Communauté et développement local, c'est vraiment une manière de s'ancrer sur son territoire, donc d'être en circuit court. Voilà encore une notion clé de la RSO, le circuit court, la proximité, le fameux côté locavore dont on parle. Voilà, et je peux comme ça prendre comme exemple un certain nombre de pratiques. Si je prends les droits de l'homme, en bas à droite pour vous. Les droits de l'homme, la RSE nous dit, je vous l'ai dit, les droits humains sont au cœur de cette responsabilité sociétale. Comment je peux améliorer les impacts que j'ai sur les droits de l'homme? Alors, les droits de l'homme, ça va être la lutte contre le harcèlement, la lutte contre la discrimination. Alors là, vous allez me dire quel lien avec la transition écologique. C'est aussi la question du travail des enfants, par exemple, au bout du monde, avec des enfants qui n'ont pas toujours les protections pour travailler dans des conditions là où il y aura des produits chimiques, des pesticides, donc ils vont s'abîmer la santé. Et vous voyez bien que quelque part dans le monde, la durée de vie n'est pas du tout la même parce que ces enfants, ces gens, ces hommes, ces femmes n'ont pas du tout les EPI qui sont obligatoires dans notre pays. Donc on retombe sur les questions encore de santé et d'environnement. Vous voyez que c'est
inextricable, quel que soit le référentiel que l'on utilise, les ODD, la définition du développement durable de 87 et maintenant l'ISO 26000, transition écologique et RSE ne font qu'un. Alors je pourrais parler des relations et des conditions de travail essentielles, parce que quand je parle de ça, je parle de quoi? Mais je parle des collaborateurs dans l'entreprise, je parle des salariés, des employés, on les appelle comme on veut. Dans une association que j'accompagne, c'est même nos bénévoles. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils doivent être bien, tout simplement. Parce qu'un salarié qui se sent bien, un salarié qui a la confiance, qui a la reconnaissance, qui a le sens, qui a l'autonomie, et qui a le sentiment d'appartenance. Et tout ça, ça se fait dans le cadre d'une politique positive et dynamique qui engage l'entreprise vers plus de responsabilités. C'est un salarié qui donne. Je ne suis pas du tout en train de parler de l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, ou de l'être humain par l'être humain, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est un salarié qui va peut-être moins être concerné par la grande démission. C'est un salarié qui va être moins concerné par le quiet quitting. C'est un salarié qui va être impliqué. Parce que, par exemple, dans l'entreprise, on aura créé, comme pour une entreprise que j'accompagne à Belfort, un comité de pilotage avec des éco-référents. Cette entreprise a voulu commencer par mettre en place des actions en faveur de l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de transport dans cette entreprise, etc. Et donc, ils se sont dit comment on va faire. Eh bien, on a mis en place dans les 24 entreprises que représente cette grosse entreprise française, on a mis en place des comités de pilotage avec des éco-référents qui vont travailler et qui ont une... D'abord, ils ont eu envie de s'engager, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont senti au niveau de la gouvernance un appétit de faire mieux, vous savez, le fameux 3M, le mieux mais moins, hein, de la RSO. Ce sont des salariés qui se sont sentis reconnus, qui ont bien compris que les actions qu'ils allaient mettre en place, elles allaient avoir un avenir dans l'entreprise. Et ça crée les 5 éléments dont je vous parlais. Confiance, reconnaissance, sens, autonomie et appartenance. Et puis voilà encore toutes ces questions, vous voyez bien, qui tournent même autour des clients et des consommateurs. La responsabilité sociétale, c'est prendre soin de l'ensemble de nos parties prenantes. Et l'environnement est une de mes parties prenantes. Les questions relatives aux consommateurs font le lien parce que lorsque je vends à mes clients, à mes consommateurs des produits qui sont fabriqués localement ou s'ils ne sont pas fabriqués localement, qui sont fabriqués dans de bonnes conditions d'hygiène, de sécurité, de santé, etc., eh bien ce consommateur, il reviendra vers mon entreprise. C'est évident parce qu'on a créé quoi? Comme avec mes salariés, on a créé la confiance, on a créé la reconnaissance. Donc, voilà, ça me semble assez parlant. Et bien sûr, concernant l'environnement, ce n'est pas le dirigeant ou la dirigeante toute seule qui vont pouvoir décider de telle transformation du métier pour réduire la quantité d'eau ou d'énergie. C'est un travail d'équipe avec des parties prenantes externes et des parties prenantes internes, d'où l'importance de prendre soin de ses salariés, de prendre soin de ses consommateurs, à qui recommande l'ISO 26000, il est vraiment précieux d'expliquer les engagements sociaux, environnementaux que l'on a, parce que quand on fait bien les choses, on a le droit de le dire, et on a même tout intérêt à le dire. Hein? Donc voilà ce que je voulais vous montrer ici, le côté de nouveau inextricable des questions environnementales, sociales et sociétales. Alors voilà ma petite conclusion à moi qui est en train d'arriver. Ces 7 sujets, ils sont interdépendants, ce qui rappelle le fameux adjectif inextricable que je viens d'utiliser. L'approche, elle est holistique, c'est-à-dire qu'elle est globale. Une entreprise qui s'engage en RSE doit passer par les 7 sujets. Pas en une semaine, pas en un mois, même pas en un an. À son rythme. Moi, c'est ce que je recommande. Pourvu qu'elle s'engage sur un chemin duquel elle ne reviendra. Elle ne fera jamais machine arrière. Toutes les entreprises qui ont débuté leur engagement ne refont pas machine arrière parce qu'elles y trouvent tout de suite des vertus, des bienfaits, surtout au niveau de leurs salariés, je dirais, et de certaines parties prenantes externes. C'est une démarche progressive. Tout à l'heure, Céline, vous m'avez dit, l'ISO 26000 n'est pas certifiable. En effet, elle ne l'est pas. Et pour moi, c'est toute sa force. Elle est évaluable. Elle est labellisable. Je vais vous montrer juste après. Hein, l'AFNOR a un label par rapport à ça. Donc, ça veut dire que lorsque vous
vous êtes dans votre démarche, eh bien vous vous fixez des objectifs avec des indicateurs, un plan d'action, quelque chose d'assez courant en gestion de projet, mais vous n'avez pas le fameux coup près d'une 9001 ou d'une 14001 par exemple, où quand l'auditeur arrive, c'est vous avez ou vous n'avez pas. Là, ce n'est pas le cas. Il va évaluer. L'idée, c'est, lorsque vous vous faites accompagner ou lorsque vous êtes dans une période d'évaluation, c'est d'évaluer en fait la maturité. Voilà. Donc, ça donne droit ensuite à un certain nombre de petites étoiles. Ça, je l'ai déjà dit. Et cette petite phrase que j'ai mise en gras qui me semble importante, c'est que la transition écologique, elle n'est qu'une des parts de la transition vers un modèle durable et responsable. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Et j'en terminerai, avant de parler un tout petit peu de l'AFNOR, par cette diapo. Oui, la RSE, à mon sens, est un véritable levier d'accélération de la transition écologique. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle crée des liens, elle crée des partenariats. Je suis passée un peu vite dessus, mais si vous regardez l'ODD 17, il s'appelle partenariat. Voilà. Donc ça veut dire qu'il transcende les 16 autres. Donc la RSE, je vous l'ai dit, c'est mutualisation, partage, ouverture sur l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Donc elle va, par ses partenariats, je ne sais pas si sur le Toulois, vous connaissez Parole d'entreprise. Parole d'entreprise est une association assez exemplaire en matière d'autoconsommation collective. Ça veut dire qu'il y a 4 territoires qui sont engagés dans la pose de panneaux photovoltaïques sur des toits d'entreprise ou des ombrières, dans le but de collecter l'entreprise pour ces entreprises et puis éventuellement rediffuser dans le réseau. Eh bien voilà, ça c'est grâce à du dialogue, c'est grâce à du partage. Il y a aussi des raisons financières, bien entendu, et la transition écologique, et bien sûr le lien entre les individus. Il y a également de la mutualisation qui se fait beaucoup maintenant dans des zones d'activité. Mutualisation, c'est j'ai des palettes à donner, qui les souhaitent, j'ai mes déchets, comment est-ce qu'on fait pour les bacs, etc. Hein? Ensuite, la RSE, c'est quoi? Je crois que j'ai pas mal insisté déjà là-dessus, mais c'est vraiment un collaborateur impliqué. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. S'il avait perdu confiance, il faut qu'il reconquiert, que vous soyez à la reconquête de cette confiance, que vous la reconstruisiez. Mais c'est vrai que les études montrent, je vous ai mis une petite source ici si ça vous intéresse, l'école Audencia de Nantes, qui est une grande école de management, a fait une étude et montre bien que le salarié aujourd'hui cherche du sens. Ok, c'est quoi le sens? Eh bien le sens, c'est je veux travailler désormais dans une entreprise qui s'engage. Ok, mais ça peut être que des mots, et qui a de l'impact. Ça, ce sont des faits. Voilà, donc à bon entendeur. Bien sûr que le recrutement sera facilité, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de difficulté pour recruter. Et les questions qui sont là de la part des candidats qui aujourd'hui reprennent un peu le pouvoir, hein, en tout cas sur certains métiers, ça va être de dire équilibre vie pro-vie perso, ça se passe comment chez vous? Comment est-ce que je peux m'adonner à ma passion? Alors il y a des entreprises qui ont franchi ce pas-là. J'en connais une sur Messin où 4 jours par semaine, les salariés bossent pour l'entreprise. Le 5e jour, c'est tu as un projet associatif, tu as le droit de le faire. Voilà, donc je t'incite même à développer ces partenariats avec des entreprises. Et ça peut être à l'actif de la démarche RSE de l'entreprise. Donc c'est du gagnant-gagnant, donnant-donnant. La RSE réduit les risques de départ, les risques de prud'homme, les risques donc judiciaires, financiers, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. L'évolution réglementaire. Je ne peux pas en parler, là, j'ai pas le temps, mais il y a une grosse évolution réglementaire qui est en train d'arriver, qui descend les planchers et qui fait que dans quelques années, pas très loin, début 2024, des entreprises de taille plus petite vont être obligées de dire ce qu'elles font en matière de RSE. Donc ça, il faut le faire savoir, hein, il faut préparer tout ça pour ne pas être dans un mouvement de panique parce que ça pourrait être très contre-productif dans l'entreprise et ça pourrait remettre une pression énorme sur les salariés et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. La RSE, ce n'est pas son objectif. On améliore l'image. Et puis, la RSE, donc tout ça bien sûr en faveur de la transition écologique, elle va créer des nouveaux marchés. Elle est levier de compétitivité, la Banque de France commence à coter
les pratiques RSE dans les cotations d'entreprises. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui se créent sur des sujets de la transition écologique. Je n'ai pas encore fait le tour du salon, mais j'imagine que je vais découvrir des dispositifs dont on ne parlait pas il y a encore un mois ou deux. Donc vous voyez bien que c'est une manière de se différencier. Aujourd'hui, si vous êtes engagé dans une véritable politique RSE, je peux vous dire que vous êtes encore pionnier. Parce que les vraies démarches RSE, pas les démarches de greenwashing, qui reviendront un jour en pleine figure des entreprises qui le font, et c'est bien dommage parce que ce n'est pas du tout le but de la RSE. Donc aujourd'hui, ça reste vraiment un facteur de différenciation, un facteur de rentabilité, nous dit France Stratégie, et ça permet de travailler avec des grandes entreprises qui, elles, vous l'avez bien compris, sont assujetties à des obligations et qui donc, dans le cadre de leur démarche, vont souhaiter travailler avec des entreprises peut-être un peu plus petites qui elles-mêmes se seront engagées dans la démarche, bien entendu. Voilà, j'aurai encore des éléments à donner. Je vais simplement finir en vous disant que l'AFNOR que je représente aujourd'hui peut faire de la formation, peut faire du conseil, peut faire de la labellisation, ce que moi, par exemple, avec mon cabinet, je ne peux pas faire. Je ne peux le faire qu'avec l'AFNOR et j'en suis absolument ravie. Donc il y a cette démarche impact qui prépare à la labellisation et il y a ce label qui s'appelle le label engagé RSE. Vous avez le label Bicorp qui existe aussi. Vous avez le label Lucie, vous me parliez d'Ecovadis tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'autres référentiels qui ont tous la même origine, l'ISO 26000. Donc quand on est à l'aise et qu'on a pris conscience que l'ISO 26000, c'était finalement est-ce que je m'engage? Oui, non. Comment je déploie? Comment j'implique mes salariés dans mon histoire et comment je produis et je consomme de manière responsable, tout ça en privilégiant mon territoire, j'ai absolument tout compris. Donc ce label, il permet, donc il y a un évaluateur qui vient dans l'entreprise, il y a de l'amont, il y a du pendant et il y a de l'aval, il va évaluer votre gouvernance, il va évaluer l'évaluateur, comment se déploie votre démarche dans l'entreprise, puis comment les salariés, les collaborateurs sont impliqués, puis comment vous produisez et consommez de manière responsable, puis quel est votre ancrage, et enfin, votre performance à l'aide d'indicateurs. Il établit des scores, bien entendu, et puis, lorsqu'il a établi le score, vous n'êtes jamais nulle part. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Il n'y a pas de certification. Ou vous êtes dans une démarche initiale, à moins de 300 points, ou sinon dans la progression jusqu'à 500, le confirmé jusqu'à 700 et l'exemplaire jusqu'à 1000. Les entreprises qui obtiennent ce label sont majoritairement des PME. Il y a quelques grands groupes, majoritairement des PME, quelques TPE. Et je peux vous dire que dans le Grand Est, il y en a 27. Des entreprises engagées RSE. Donc voilà, ça c'est tout le rapport qui vous est remis et qui est très pratique parce que derrière, il vous dessine une feuille de route. C'est-à-dire comment je fais pour m'améliorer jusqu'à la prochaine visite de l'évaluateur. Donc voilà, moi je ne suis pas salarié AFNOR, vous l'avez bien compris, mais j'ai mis le nez dans ce label-là, je me sens très à l'aise avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est sur site. Parce que vous vivez avec les salariés et la direction de l'entreprise pendant plusieurs jours. Vous mangez avec eux le midi, enfin si vous en avez envie, mais moi je l'ai déjà vécu, donc c'est super sympa. Et puis voilà, ça vous permet de vérifier des choses comme ça de manière un petit peu plus informelle. Voilà, pour l'instant, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute, vraiment très attentive, je vous remercie. Donc là, il y a double contact, il y a, vous l'avez compris, moi-même au niveau d'Arborescence, et puis il y a Sandrine Pérignon-Schmitt, la déléguée régionale de l'AFNOR, que je retrouverai cet après-midi. Merci beaucoup.